Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, nouveau podcast L'Hebdo des marchés. Cette semaine, j'ai l'honneur d'être avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. On vous retrouve donc 2 fois par mois, comme on vous l'avait dit précédemment. Plaisir. Cette semaine, on va faire un focus immobilier. C'est vrai que l'immobilier, c'est une thématique qui fait parler et on va en parler avec Marc sans langue de bois comme d'habitude. Ensuite, on Mhm. va faire une transition sur l'économie américaine, la résilience de l'économie américaine. On a eu de très bons chiffres la semaine dernière et on va terminer par les marchés et notamment certaines publications de résultats d'entreprise. Alors, Marc, c'est vrai que l'immobilier, on peut le dire, en France, c'est en train de baisser. Alors bon, c'est vrai que je l'annonçais, notamment ici même et puis dans beaucoup de médias sur ma chaîne YouTube depuis à peu près un an et demi, 2 ans, on devait avoir une baisse des prix de l'immobilier. Alors c'est vrai qu'on me riait au nez souvent. Là, c'est en train de se produire. Alors, c'est vrai que pendant le coronavirus, on a été un petit peu anesthésié par les taux d'intérêt qui étaient artificiellement bas. Maintenant que les taux d'intérêt remontent tout à fait logiquement, que ce soit les taux d'intérêt monétaires, puis également les taux d'intérêt des obligations d'État, donc les taux d'intérêt des crédits, notamment crédits hypothécaires et immobiliers au sens large, eh bien, inévitablement, les prix baissent puisque les prix avaient beaucoup trop augmenté par rapport à la réalité économique des ménages. Ah, c'est comme ça qu'on peut parler d'une bulle. Une bulle, c'est quoi? C'est quand il y a un écart cumulatif et auto-entretenu entre la valeur financière d'un actif et sa valeur réelle. Donc, c'est quoi la valeur réelle de l'immobilier? C'est notamment l'évolution du PIB, de la richesse qu'on crée en France, puis également des revenus des Français. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, il y avait un écart énorme. Et donc, ça y est, c'est en train d'arriver. Alors, si on regarde les chiffres des notaires de l'INSEE, donc très sérieux, pour l'instant, on n'a que jusqu'au deuxième trimestre, on a une baisse de 1% des prix de l'immobilier en France. Alors, c'est sûr que ça avait fait plus 34% les 10 années précédentes, donc c'est sûr que ce n'est pas moins un qui inverse une tendance. Mais néanmoins, n'oublions pas que dans ces chiffres-là, il y a uniquement les ventes. C'est-à-dire là où on a réussi à vendre, le gros problème du marché immobilier aujourd'hui en France, c'est qu'il est un petit peu bloqué, il est gelé puisqu'il n'y a pas beaucoup de transactions. Donc on ne se rend pas bien compte de la baisse des prix. Par contre, si on regarde les indicateurs des agences immobilières, par exemple, meilleurs agents, pour les citer, puisqu'ils font un indicateur avec les échos, que je cite souvent d'ailleurs, que je suis, puisqu'il y a une bonne démarche scientifique dans cet indicateur. Là, la baisse des prix est assez incroyable. Si on prend Paris, par rapport au plus haut, donc pas sur un an, mais par rapport au plus haut qu'on avait il y a à peu près un an et demi, 2 ans, on est à quasiment moins 10% de baisse. Si on prend Boulogne-Billancourt, c'est-à-dire une ville de la banlieue parisienne, on est à moins 14% par rapport au plus haut. Si on prend Lyon, on est à moins 12%. Si on prend Bordeaux, on est à moins 5%. Donc, on a en fait toutes les grandes villes de plus de 100 000 habitants aujourd'hui où on a une baisse assez nette des prix de l'immobilier ancien, mais également neuf. C'est-à-dire ça le problème, c'est que cette crise aujourd'hui ne concerne pas simplement l'ancien, mais également le neuf. Et comme le dit le dicton, quand le bâtiment va, tout va. Et quand il ne va pas, rien ne va plus. Donc c'est un Mhm. petit peu le problème, c'est on aura également un impact économique sur cette baisse des prix de l'immobilier qui, malheureusement, on va en parler, je pense, va durer. Oui, alors il y a notamment les baisses des prix des immobiliers, comme tu l'as dit, il y a aussi la baisse des transactions, puisque il y a le président de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, qui nous a annoncé que cette année, les transactions allaient baisser de 20% dans l'ancien. Ah ouais. Donc c'est aussi considérable puisqu'effectivement, eh bien la population, avec la hausse des taux d'intérêt, ne peut plus, enfin, a beaucoup de mal à emprunter. Et de l'autre Tout à côté, fait. les vendeurs ne veulent pas baisser leur prix, ce qui fait que le marché immobilier est bloqué. Ben, c'est tout le problème, c'est-à-dire que c'est pas simplement un problème de baisse des prix aujourd'hui, mais Oui. de marché qui est complètement figé. Et comme tu l'as bien dit, le vrai problème, ça reste le taux d'intérêt qui continue d'augmenter. Finalement, on a encore battu des records sur le taux d'intérêt de 10 ans français il y a quelques jours. Les taux d'intérêt monétaires, c'est vrai que pour l'instant, la BCE a maintenu un statu quo. L'inflation est en train de baisser dans la zone euro, mais elle reste quand même élevée. Donc, ça veut dire qu'on va maintenir des taux d'intérêt assez élevés et parallèlement sur le taux d'intérêt des obligations d'État comme la dette publique reste toujours très forte, là aussi, il n'y aura pas de baisse. Donc, les taux d'intérêt vont rester élevés. Et comme parallèlement, on a eu les chiffres la semaine dernière en France, le chômage est en train d'augmenter. Ça Mm. veut dire que les ménages ont moins de pouvoir d'achat pour pouvoir acheter de l'immobilier, pouvoir avoir des crédits tout simplement. Il y a donc l'effet taux d'intérêt plus l'effet chômage. Donc il y aura de moins en moins de crédits. Donc les prix de l'immobilier vont continuer de baisser. Moi, je reste au niveau national, si tu Mm. veux. Si on regarde une corrélation que je suis depuis longtemps entre les prix des logements
anciens et le niveau de la variation des revenus des ménages et du PIB, eh bien, on pourrait avoir une baisse de l'ordre de 10 à 15% sur l'ensemble du territoire national. Donc là, on y est déjà quasiment à Paris. Dans certaines villes, on y est déjà. Alors, il y a des villes où ça baisse moins. Par exemple, Nice. C'est vrai que Nice, on a seulement une baisse de 0,1%. Donc, ça tient le coup pour l'instant. Mais à part quelques, puis également on va dire des petits villages ou autres où il y a des effets, des épiphénomènes. Mais néanmoins, on a quand même cette tendance de baisse qui va durer. Alors, souvent, c'est vrai que c'est perçu comme une mauvaise nouvelle, mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle puisque cette baisse des prix va permettre justement d'assainir le marché et de resolvabiliser la demande. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ménages qui aujourd'hui ne peuvent pas acheter parce que c'est trop cher, qui avec la baisse des prix vont pouvoir le faire. Donc moi je donne une fenêtre de tir plutôt sur on va dire fin 2024, début 2025, où là on aura à la fois la baisse des prix des logements qui sera entre 10 et 15% au niveau national et les taux d'intérêt qui vont commencer à baisser fin 2024, début 2025. Donc là, on aura vraiment une fenêtre de tir pour pouvoir acheter à bon compte. Et moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que justement, comme tu l'as bien dit, le marché est figé. Donc, pour ceux qui veulent acheter, il ne faut pas hésiter à faire des propositions Oui, assez basses avec une baisse de 10 effectivement. à 15%. Et malheureusement, beaucoup de ménages qui se sont trop endettés vont devoir vendre aujourd'hui. Il faudrait qu'on a un taux d'endettement des ménages aujourd'hui en France qui est à 102% de leurs revenus, c'est-à-dire l'ensemble de l'encours de l'endettement par rapport aux revenus, c'est 102%. C'est un niveau historique, hein, c'est le chiffre de la Banque de France. On n'a jamais vu ça. Donc beaucoup de ménages sont surendettés. Si le chômage augmente, ben, ils vont être obligés malheureusement de vendre. Donc il y aura des opportunités, hein, c'est triste à dire. Et encore une fois, ensuite, le marché pourra repartir sur des bases plus saines, puisque l'immobilier, ça reste hein, sur les longs termes parmi les meilleurs placements, avec bien sûr les actions dividendes inclus, et également un petit peu l'or. Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur le long terme, l'immobilier restera porteur, mais c'est vrai qu'à court terme, là, sur un an et demi, on a quand même un potentiel de baisse de l'ordre de 10 à 15%. Oui. Alors, justement, on va se décaler un petit peu et on va aller outre-Atlantique. Et pour le coup, outre-Atlantique, on en discutait juste avant d'enregistrer le podcast. C'est vrai que les chiffres dans l'immobilier sont vraiment assez étonnamment solides, justement, aux États-Unis. C'est vrai que la résilience de l'économie américaine est assez incroyable. Bien sûr, c'est l'immobilier, parce que je rappelle que là-bas, les taux d'intérêt ont explosé. C'est-à-dire qu'on est Mm. sur des niveaux, taux monétaire, on est à 5,50%, taux hypothécaire, on est à plus de 7%. Donc, c'est quand même des niveaux extrêmement élevés. Mais malgré tout, on a eu les chiffres la semaine dernière, la croissance résiste. Hein, on a eu un chiffre assez incroyable, donc de 4,9% en rythme annualisé. Ce qui est, si on enlève la période post-corona, où on avait des chiffres un petit peu artificiels, c'est un plus haut depuis 2014. Donc Mm. ça montre bien qu'on a une dynamique américaine qui reste bonne malgré l'augmentation des taux d'intérêt. Donc là, évidemment, il y a plusieurs raisons. C'est bon, le gaz de schiste que les Américains vendent à travers le monde. Hein, là, on a un effet, je dirais, boycott contre la Russie. Les Américains en profitent. Il y a également le fait que toujours une innovation qui est forte, beaucoup d'investissements dans la high-tech, dans la recherche-développement, dans toujours le numérique, ce qui permet de soutenir l'économie américaine. Et évidemment, on a également un taux de chômage qui reste extrêmement bas. Et donc, c'est vrai que c'est la bonne surprise des comptes nationaux du troisième trimestre. La consommation se porte très bien. Donc, on a la consommation qui se porte bien, l'investissement des entreprises également qui se porte bien, l'investissement logement des ménages. Et oui, qui redémarre, ça c'est vrai que ça c'est incroyable, malgré l'augmentation des taux d'intérêt. Donc il y avait de la résistance finalement. Une fois que les prix ont commencé à baisser, ben, les ménages reviennent un petit peu à l'achat. Et on a même les exportations américaines qui augmentent. Tous les moteurs de la croissance américaine sont là. Et donc là, c'est important également pour nous, quand je dis nous dans la zone euro, puisque on a cet écart de croissance entre l'économie américaine qui reste bien portante finalement, où il y a une croissance forte. Les indicateurs des directeurs d'achat du mois d'octobre m'ont montré que ça va s'améliorer, alors que chez nous, malheureusement, dans la zone euro, en France, etc., les indicateurs avancés des directeurs d'achat continuent d'être sous la barre des 50, donc en phase de récession. Donc on a ce grand écart qui va se produire, l'économie américaine qui résistait bien, l'économie de la zone euro, de la France, de l'Allemagne qui plonge en récession. Et donc ça, évidemment, ça va de nature à renforcer le dollar, faire baisser un petit peu l'euro, et parallèlement, la Réserve fédérale qui pourrait faire une petite surprise pour la fin de l'année et augmenter une dernière fois son taux d'intérêt, donc ce qui va évidemment renforcer le dollar, encore une fois, par Mm. rapport à l'euro. Alors justement, ça va être intéressant de suivre puisque cette semaine, hein, mercredi 1er novembre, on va avoir la Réserve fédérale américaine qui va tenir sa réunion de politique monétaire. Bon, le marché estime que cette fois-ci, il n'y aura pas de hausse de taux. Est-ce que toi, tu es d'accord avec le marché cette semaine? Alors,
Est-ce qu'on aura C'est une hausse de c'est taux? vrai qu'on est à 5,50%, donc c'est Mm. quand même un taux d'intérêt très élevé pour le taux monétaire, hein, bien entendu. Mais si on regarde bien les chiffres, on a eu une augmentation de l'inflation quand même au mois de septembre, qui va Ouais. se confirmer certainement au mois d'octobre, augmentation des prix à la production, une croissance qui est très forte. Donc, le chômage qui Mm. reste bas, les salaires qui continuent d'augmenter. Donc, la Fed pourrait encore augmenter le taux d'intérêt dès ce Mm. mercredi. Elle ne va pas le faire pour pas céder à la panique et c'est vrai que les marchés le prendraient certainement mal. Et puis surtout qu'on a un contexte géopolitique international très compliqué, C'est donc ça. il y a toujours des risques importants. Donc la Fed ne va pas mettre de l'huile sur le feu, mais en espérant Mm. que la situation géopolitique s'améliore d'ici la fin de l'année, elle pourrait augmenter donc de 25 points de base le taux objectif des Federal Funds pour la réunion du mois de décembre. Voilà, pour Mm. acter, pour dire ça, l'inflation est Mm. définitivement, je dirais, battue. Et à partir de là, ça pourrait permettre là aussi de renforcer le dollar. Donc, il pourrait avoir quand même une petite surprise pour la fin de l'année. Mais c'est que là, aujourd'hui, cette semaine sur mercredi, ça Ça paraît paraît. un petit peu trop tôt et Ouais. ça serait surtout un risque que prendrait la Mm. Réserve fédérale américaine. Donc, je pense qu'elle va décaler d'un FOMC donc pour celui du mois de décembre. Oui, il est vrai que si la Fed venait à augmenter ses taux mercredi, on aurait sûrement une réaction très négative sur les Ah marchés, oui, étant donné que, complètement. vu le contexte géopolitique et aussi les taux d'intérêt, c'est vrai que le taux à 10 ans a atteint les 5% hein, la semaine dernière. Ça s'est un petit peu calmé, on est revenu aux alentours des 4,85. Mais effectivement, on a déjà quand même des taux qui sont très élevés, des rendements obligataires qui sont très élevés. Donc, elle va probablement passer son tour pour cette fois-ci. Alors, Alors, juste oui. un point sur les taux longs, c'est important, hein, parce Mm, que il y a bien sûr, tu l'as bien dit, je dirais les taux courts, donc les taux mm, monétaires, l'inflation, etc., mais il y a également la dette publique. mm, Et c'est vrai que la dette publique américaine, on n'en parle pas trop, mais elle continue d'augmenter. Il y a régulièrement des risques de shutdown, etc. Vous savez qu'il faut augmenter le plafond de la dette aux États-Unis. Donc, tu vois, il y a quand même des dangers qui sont là aujourd'hui aux États-Unis, donc qui peuvent quand même maintenir une augmentation des taux longs, des taux des mm, obligations d'État, non pas à cause tellement de la croissance ou de l'inflation, mais à cause de la dette publique qui continue de flamber. Et d'ailleurs, on a le même scénario en Europe, oui. où il y a une récession, pourtant les taux longs restent élevés parce que la dette publique est en train d'exploser. Et je ne sais pas si tu as vu la semaine dernière, il y a eu les chiffres d'Eurostat donc Mm, pour l'ensemble de la zone euro. Et la France a conforté son rôle de premier fournisseur de dette publique de la zone euro. On est à mm, 24,2%. C'est nous qui avons maintenant le plus de dette publique dans la zone euro. mm, C'est vrai que c'est assez, je dirais, détestable parce qu'on mm. ne peut plus tellement donner de leçons maintenant parce que c'est nous qui Ouais, c'est aujourd'hui sûr. sommes les premiers fournisseurs de dette publique. Donc ça, c'est dangereux également pour la stabilité de la zone euro. On en reparlera dans une prochaine chronique, mais c'est Mm, sûr que là, les chiffres de la dette publique montrent que les tensions sur les taux longs, sur les taux obligataires, devraient rester élevées. ouais. Et pour terminer sur les chiffres de croissance, on a eu ce matin même, hein, on enregistre d'ailleurs ce podcast lundi 30 octobre, ce matin même, on a eu les chiffres d'inflation en Allemagne, pardon, de PIB. Le PIB en Allemagne Oui, qui est oui. ressorti négatif. Ça conforte ainsi, hein, tu nous disais, l'Europe est en récession et on a eu la confirmation ce matin pour le troisième trimestre en Allemagne. Alors, on est, comme je disais en préambule, dans une phase de publication de résultats d'entreprise pour le troisième trimestre. On a eu beaucoup de résultats d'entreprise la semaine dernière, notamment donc en France. Et c'est vrai que lorsque une entreprise hein, rate le consensus, on a un mouvement de défiance, un mouvement de vente exacerbé, j'ai envie de dire, hein, puisque pour Worldline, on a quand même perdu 60% en une seule séance, correspond à la plus forte baisse de l'histoire d'une société du CAC 40. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. On a eu aussi Sanofi, Sanofi qui est un des poids lourds du CAC, qui a perdu 15% en une seule séance. Et on voit que justement, ben, ça traduit cette nervosité ambiante des investisseurs et des algos aussi hein, Bien qui sûr. se mettent en branle lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle. Voilà. Est-ce que toi, tu veux nous en dire deux mots Oui, sur oui, ces... on pourrait, même le secteur du luxe, hein, qui Oui. paraissait, je dirais, hors de portée, hors d'atteinte, on voit bien que ça fait mal. Hein. C'est-à-dire que, en fait, les investisseurs se sont habitués à des chiffres mirobolants de profit, et on voit bien que ça ne peut pas durer éternellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a donc une croissance qui est en train de baisser, donc le chiffre d'affaires est en train de reculer, alors que les coûts, notamment les coûts salariaux, continuent d'augmenter. Donc ça réduit évidemment immanquablement les profits. Et donc, comme on avait un niveau de valorisation qui était très élevé, mécaniquement, tu l'as dit, il y a des surréactions des marchés donc à la baisse, des prises de bénéfices qui sont extrêmement, extrêmement fortes. C'est un petit peu logique parce qu'on avait des valorisations qui étaient un petit peu trop élevées et qui se basaient sur des profits qui allaient continuer d'augmenter comme ça éternellement. Et ça, évidemment, ce n'est pas possible, indépendamment du
contexte géopolitique, on voit bien qu'on a cette situation où les profits mécaniquement sont en train de baisser aujourd'hui, un peu pour tout le monde, à part certaines entreprises, bon, par exemple de Microsoft notamment, mais c'est vrai qu'on a une situation où aujourd'hui, on a des phases de prise de bénéfices. Je pense que c'est plus prudent d'ailleurs, quitte à revenir ensuite par la suite, puisqu'on aura, encore une fois, une année, je pense, fin 2024 et 2025 qui sera bien meilleure. Mais c'est vrai que l'année 2024 annonce extrêmement compliquée pour les entreprises et donc, bien entendu, bon, pour également l'activité économique et pour, je dirais, les marchés boursiers. Donc, c'est vrai qu'il faut, quand on a bien eu la chance d'acheter sur des niveaux achetés bas, c'est important de prendre ces bénéfices aujourd'hui. Après, comme tu l'as bien dit, il y a également tous les algorithmes qui surréagissent, qui génèrent des surréactions. Ça va un petit peu trop vite là aussi. Donc, ça rappelle vraiment l'adage important des marchés, le plus important des marchés boursiers. Il faut investir sur du long terme. Alors, si on veut faire évidemment des allers-retours, c'est possible. Il faut avoir les nerfs solides, j'ai envie de dire, et puis savoir franchement faire ses allers-retours et savoir prendre ses bénéfices assez rapidement, quitte à rater un petit peu de hausse pour éviter justement d'avoir, comme tu l'as bien dit, donc cet effondrement qu'on peut avoir sur certaines valeurs. Ça peut se reproduire, je pense que ça va se reproduire même, parce que justement, on a des investisseurs qui sont extrêmement nerveux et on est quand même sur un marché de survalorisation. Donc c'est un petit peu logique qu'on ait ces phases de baisse et ça sera justement des points d'entrée pour revenir à ce moment-là sur les marchés. C'est ça, exactement. C'est vrai que lorsqu'il y a des grosses phases de baisse, on peut ensuite revenir dessus. C'est aussi des points d'entrée qui sont plus optimaux pour les investisseurs. Alors, juste pour terminer, cette semaine, on va avoir Apple, hein, qu'on va suivre bien évidemment de manière très attentive. Et puis, on aura également quelques sociétés du CAC, notamment BNP Paribas, ou encore Stellantis, qu'on va suivre aussi attentivement. Voilà. Alors, c'est vrai que sur les bancaires, il faut être prudent également sur les bancaires, parce que jusqu'à présent, bon, c'est vrai qu'on a eu la crise bancaire donc, du printemps dernier, où là, il y a eu un mouvement de panique. Bon, là, on n'en est pas là, bien entendu, mais je pense que là aussi, il y aura quand même des certainement des mauvaises surprises, pas qu'en France, hein, au niveau mondial. Pas forcément sur le troisième trimestre, mais certainement au quatrième trimestre. Donc, sur les bancaires, il faut quand même peut-être un petit peu s'alléger, il faut rester un petit peu prudent par rapport au contexte, notamment d'augmentation, je dirais, des taux d'intérêt, et puis surtout de défaillance d'entreprise. Hein, c'est ça le gros problème. Il faut bien que les banques prennent aussi leurs pertes sur ces entreprises qui, malheureusement, sont en train de déposer. Oui. Bon, mais merci Marc Avec plaisir, Antoine. pour ton intervention et merci à vous de nous avoir écoutés, nos éditeurs. Et puis, on se retrouve bien dans 2 semaines pour un Avec grand nouveau plaisir. numéro. Avec, espérons-le, des bonnes nouvelles. En espérant de meilleures nouvelles. À bientôt. Salut. À bientôt, bye. Au revoir.